Pour cette troisième vidéo bibliographique, on va aborder le thème de l'énergie et on va commencer par le livre de référence de l'énergie lorsqu'on vit en autonomie. C'est The Homeowner Energy Handbook. C'est un livre de Paul Shekel. Alors ça va être le livre de référence sur l'énergie en autonomie. Malheureusement, il n'est pas publié en français à ma connaissance, mais c'est le plus complet des livres. En fait, il va couvrir absolument tous les domaines. Là, dans un second temps, dans cette vidéo, je vais vous détailler les autres livres relatifs à l'énergie, mais celui-ci a la particularité de parler aussi bien du biogaz que de l'électricité, que du chauffage au bois. C'est vraiment le bouquin généraliste de référence. Vous voyez, il est assez épais en plus. C'est vraiment le bouquin généraliste de référence sur l'autonomie énergétique à l'échelle familiale. Et il n'est pas très cher, 25 $, ça doit faire une vingtaine d'euros à peu près. L'intérêt du charbon, c'est que c'est un matériau dont on va pouvoir tirer beaucoup plus d'énergie que le bois. Et si vous voulez faire de la fonderie, alors le charbon, ça sert à faire de la poudre noire, mais ça sert aussi à faire de la fonderie. Ça sert à chauffer un petit peu plus dans les poêles à charbon que lorsque vous utilisez du bois. Puis ça sert à faire des barbecues. Ça sert à plein de trucs, en fait, le charbon. Alors ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que la question du charbon de bois, j'ai beaucoup bossé dessus parce que c'est l'un des 3 ingrédients de la poudre noire. Et donc, c'est pas forcément le plus facile. Le salpêtre est plus facile à se procurer que du charbon de bois de bonne qualité. Et faire du charbon de bois, dans ces 3 bouquins-là, il y a 3 échelles différentes. D'abord, le plus simple, c'est celui-ci, la fabrication artisanale du charbon de bois. C'est encore un livre de l'encyclopédie d'Utovi. Vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, je vous avais montré un autre ouvrage de la même encyclopédie. Ce sont des petits livres, comme ça, où il y a une trentaine de pages. C'est vraiment un tout petit livre. Il coûtait 22 francs à l'époque, 4 euros. Et à la rigueur, si vous ne deviez en acheter qu'un, en plus celui-ci est en français contrairement aux autres, avec ce livre, vous apprendrez au moins à fabriquer une meule forestière. Vous avez le minimum syndical, on va dire. Après, c'est quand même un livre qui est super fin. Si vous voulez vraiment vous lancer dans le truc, les 2 ouvrages de référence, ça va être ces 2-là. Celui-ci d'abord qui est plutôt pour une échelle familiale ou villageoise. Et dans celui-ci, vous allez trouver des installations un peu plus élaborées. Handbook of Charcoal Making, c'est un livre de Walter Emmerich. Et Charcoal Making in Developing Countries de Gerald Foley. Dans ces 2 livres, vous allez trouver des méthodes primitives de fabrication du charbon. Alors, vous voyez, là, vous retrouvez la meule forestière qu'on a vue dans l'encyclopédie d'Utovi, sauf que là, vous allez trouver quand même un peu plus d'informations dans ce bouquin-là. Et dans celui-ci, vous avez des techniques qui sont utilisées, certaines encore de nos jours, dans les pays en développement. Ce sont des technologies dans ces 2 livres qui sont relativement faciles à mettre en œuvre, soit à l'échelle familiale, soit pour les choses un petit peu plus complexes à l'échelle d'un village. Mais ce sont des choses que vous pouvez faire de façon autonome, raisonnablement. Et en tout cas, nos ancêtres le faisaient et ça fonctionnait bien. Alors, je vous ai fait une petite sélection de 5 livres sur le chauffage. Si vous ne deviez en lire qu'un sur le chauffage, c'est celui-ci, Se chauffer autrement, de Romain Claret et Jean-Michel Groult. L'intérêt de ce livre-là par rapport aux autres que je vais vous présenter, c'est qu'il ne se cantonne pas à une seule technique. Il aborde un petit peu tous les aspects du chauffage. Alors là, les chaudières à bûches, par exemple, le chauffage solaire. Vous avez, si vous voulez, l'ensemble des techniques, le panorama des techniques qui vous est résumé dans un bouquin. Après, si on veut aller voir sur des techniques en particulier, sur le bois en général, la Bible c'est ça, The Wood Fire Handbook. Ce livre a été traduit en français. C'est un livre de Vincent, un nom imprononçable. Vincent Thurke 2TLE.
Ce livre, vous le trouvez en français, mais uniquement d'occasion, et il coûte extrêmement cher. D'occasion, il va valoir au moins 100 à 120 euros. En anglais, vous le trouvez encore neuf, et moi je l'ai payé 19 $, soit 16 ou 17 euros à peu près. Ce livre, c'est vraiment la Bible du chauffage au bois. Alors vous avez absolument toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin dans ce livre pour savoir comment vous chauffer au bois. Ça va du stockage du bois, au prélèvement, au choix des bûches, au débit, aux différentes essences. Il y a absolument toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin dans ce livre pour vous chauffer au bois. Je m'en suis tapé pas mal des bouquins sur les pompes à chaleur, et celui-ci, Les pompes à chaleur de Bruno Béranger, c'est aux éditions Erol. Ils ont pas mal de livres dans le domaine de l'énergie qui sont intéressants. C'est vraiment un excellent bouquin. Si vous savez pas ce que c'est qu'une pompe à chaleur, si vous avez envie de comprendre comment ça se met en place, quels sont les avantages et les inconvénients, enfin bref, toutes les questions que vous pouvez vous poser sur les pompes à chaleur, ce bouquin-là, c'est vraiment... En plus, il est pas trop long à lire. Ce bouquin, c'est le bouquin le plus accessible dans ce domaine. Moi, l'un des trucs que j'ai pas aimé dans les autres bouquins sur les pompes à chaleur que j'ai pu consulter, c'est qu'ils sont pas forcément simples. Il y a des trucs qui sont un peu compliqués. Un particulier qui s'y connaît pas énormément et qui comprend pas grand-chose, il comprend tout. Il n'y a pas de souci avec ce truc. Le chauffe-eau solaire. Alors, ce bouquin sur le chauffe-eau solaire, c'est vraiment un petit bijou. Le soleil, c'est un moyen gratuit de chauffer l'eau. Ça ne marche pas forcément toute l'année. En hiver, c'est compliqué de mettre en place des chauffe-eau solaires. Mais alors de nos jours, maintenant, il existe plein de technologies de chauffe-eau solaire. Celui-là, alors c'est le chauffe-eau solaire de Thierry Cabirol, Albert Pélissou et Daniel Roux. C'est un bouquin qui date des années 70, donc il est un peu ancien dans les technologies proposées, mais justement, c'est ça qui le rend intéressant. Vous voyez, ce type de panneau, là, ça a beau dater des années 70, c'est toujours la même technologie qui s'utilise. Ce qui est intéressant avec ce bouquin, et d'une manière générale avec les bouquins techniques des années 70, c'est que c'est quand même beaucoup plus poussé les explications que ce qu'il y a de nos jours dans les livres. Je vous ai parlé dans la première vidéo que j'ai fait sur les biographies du travail d'écriture qu'il pouvait y avoir avec un auteur pour améliorer la qualité littéraire d'un livre. Ces livres-là, tous ces bouquins des années 70, ils sont tous super bien écrits et extrêmement clairs. Donc il a peut-être 50 ans ce livre, mais si vous voulez avoir un livre de référence sur les chauffe-eau solaires, vraiment allez sur celui-ci parce que c'est le meilleur de ceux que j'ai pu lire. Et on termine sur les chauffe-eau solaires avec un petit livre de tutoriel. Il n'est pas très épais, hein, il doit faire 25 pages. Solar Water Heating DIY Guide de Paul Timbry. Et en fait, donc je vous ai parlé juste avant des chauffe-eau solaires, ça c'est un petit guide sur comment fabriquer vous-même votre chauffe-eau solaire. Donc les explications sont extrêmement simples, c'est pas très compliqué à le mettre en œuvre. Vous avez besoin d'acheter un tout petit peu d'équipement, mais ça coûte pas très cher. Si vous avez fini de lire ce bouquin et que vous avez envie de faire votre chauffe-eau solaire, allez sur celui-ci. L'intérêt du biogaz, enfin, vous réalisez, il est énorme. Le biogaz, il sert d'abord pour l'alimentaire, pour chauffer la nourriture. Il sert, je vous ai donné l'exemple des frigos à gaz. Si vous voulez refroidir quelque chose, vous pouvez utiliser du gaz pour chauffer, donc, mais aussi pour refroidir. Il sert à produire de l'électricité, le gaz. Il sert à s'éclairer et sous certaines conditions, si vous en produisez suffisamment, il sert à produire de la chaleur. Alors, ça dépend dans quel contexte, parce que vous n'aurez pas la capacité d'en produire énormément, mais vous pouvez en produire un petit peu. Alors le biogaz, j'en ai déjà énormément parlé sur cette chaîne. Je vais sortir une vidéo sur le biogaz quand j'aurai le temps. Ah, disons, c'est toujours l'histoire du temps. Là, je ne sais pas quand elle va arriver, mais il y a une vidéo sur le biogaz qui est prévue, parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait en biogaz. Je vous ai pris, il y a énormément de bouquins sur le biogaz, je vous ai pris ces 3 livres alors je vous explique le quoi. Celui-ci comme l'un des exemples de tous les livres pourris qu'il y a sur le biogaz. Il y a plein de livres sur le biogaz qui sont vraiment pourris. Celui-ci, typiquement, il fait, vous voyez, 64 pages, écrit gros.
Vous arrivez à la fin du livre, vous n'avez pas appris grand-chose et vous n'êtes pas capable de fabriquer votre propre installation de biogaz. Ce livre, vous perdez votre temps. Et il y a 1 tonne de livres qui sont du même acabit. Biogaz for Beginners de George Eccleston. Donc du coup, je vous en ai choisi 2 qui sont bien. Biogaz 2, Building a Better Biogas Unit. C'est un bouquin qui est édité par le département d'agriculture des Nations Unies. Et c'est la suite d'un autre bouquin, Biogaz 1, qui présentait un autre système, mais qui est moins bien en fait. Donc je vous montre directement le 2, parce que le 2 est mieux. L'intérêt de ce bouquin, c'est que vous allez pouvoir fabriquer vous-même votre unité de biogaz à partir d'équipements assez rustiques. Tout est relativement bien expliqué dans le livre. Il faut prendre le temps de comprendre ce qu'on fait parce qu'on joue quand même avec du gaz inflammable, donc ça peut être dangereux. Mais ce petit bouquin, ça vous explique de A à Z comment fabriquer vous-même votre unité de biogaz. Si vous voulez un peu plus de généralité sur le biogaz, le livre de référence en français, c'est Le biogaz manuel pratique de Jean-Philippe Vallat. C'est un livre dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur les frigos à gaz. Ce bouquin vous donne toutes les explications sur ce que c'est que du biogaz, sur les différentes manières dont on peut le produire et dont on l'utilise. Puis il vous présente un peu les différentes technologies qu'on peut être amené pour fabriquer du biogaz ou pour le stocker. Alors on va terminer cette petite biographie sur l'énergie par 5 livres qui traitent de l'électricité. Le premier, c'est Produire son électricité de Paul Blujon, qui est un livre généraliste sur le sujet. Alors vous avez vu, à chaque fois, j'ai essayé de vous dire un livre généraliste sur les questions. Ça, c'est un livre généraliste sur la production d'électricité. À la différence de celui-ci dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais vous voyez, c'est pas le même volume, qui est un livre généraliste sur l'énergie, pas uniquement l'électricité. C'est un livre qui conçoit la production électrique à l'échelle familiale. Donc vous allez trouver 2 types d'installations dans ce livre, les éoliennes et les panneaux solaires. C'est assez complet, sans aller trop loin dans les détails, mais ça vous donne un survol global de l'ensemble des informations que vous avez besoin de connaître. Après, si vous voulez des choses un peu plus précises, il va falloir aller chercher dans des livres plus spécifiques. Je vous en citais un sur les éoliennes là tout à l'heure. Mais en résumé, c'est une excellente entrée en matière. C'est vraiment important cette articulation entre l'éolien et le solaire. Vous connaissez le principe, 1C0 et 2C1. Il y a des choses qui fonctionnent et il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et les choses qui fonctionnent, en plus, elles ne fonctionnent pas toujours. C'est pour ça que ce principe... Il faudrait que je fasse une vidéo un jour sur ce truc-là. Je ne sais pas si Volwest a fait une vidéo. S'il en a fait une, je vous mets le lien en description. Je crois qu'il en parle régulièrement, mais je ne pense pas qu'il ait fait une vidéo spécifiquement sur ce sujet. Il y a vraiment des bonnes et des mauvaises pratiques en la matière, et c'est pour ça qu'il faut au moins avoir lu un petit livre d'introduction pour ne pas être totalement à la ramasse sur ces questions. Et si vous cumulez les mauvaises pratiques, vous allez nécessairement vous trouver dans des situations où vous manquerez d'électricité. Typiquement, la première bonne pratique, c'est de commencer par doublonner vos sources d'énergie, c'est-à-dire à la fois du solaire et de l'éolien. Et ensuite, c'est de vous assurer du positionnement optimum à la fois de votre éolienne et de vos panneaux solaires. Alors, c'est très bien expliqué dans ce bouquin. Grosso modo, pour le solaire, vous allez avoir 2 types d'installations. Soit vous allez mettre vos panneaux en toiture, soit si vous êtes dans un endroit où typiquement il peut y avoir de la neige sur la toiture, vous allez mettre vos panneaux au sol. Juste pour pas avoir à déneiger en hiver si jamais il y a de la neige qui est tombée sur les panneaux solaires. Et typiquement, si vous cumulez les mauvaises pratiques, c'est-à-dire si vous n'avez pas d'éolien et que en plus vos panneaux solaires sont placés sur le toit, ça vous cochez toutes les mauvaises cases de tout ce qu'il ne faut pas faire, en hiver vous allez vous retrouver comme des charlots et vous allez manquer d'énergie. Vous avez un bon exemple d'installation, c'est celle de Brian, où il combine, lui à l'inverse, il combine tout ce qui est bien, c'est-à-dire à la fois il a ses panneaux solaires qui sont posés au niveau du sol, qui sont extrêmement bien orientés, et en plus de ses panneaux solaires, il a une éolienne. Donc du coup, Brian, il a tout le temps de l'électricité à un moment, d'une manière ou d'une autre. Le mini-éolien d'Emmanuel Riolet, donc c'est un livre aux éditions Erol, et c'est un petit bouquin qui est pas très très épais, mais qui est très dense, et vous allez trouver absolument tout ce que vous avez besoin de savoir pour mettre une éolienne chez vous. Alors ça va aussi bien aborder la question du raccordement. Est-ce que vous raccordez votre éolienne au réseau électrique? Est-ce que vous installez des batteries?
quelle est la durée de vie d'une éolienne, quel type d'éolienne vous pouvez utiliser. Vous savez, il y a des éoliennes qui sont horizontales comme ça, puis il y a des éoliennes verticales. Je vous avais montré une vidéo avec mon éolienne verticale. Il y a absolument tout ce que vous avez besoin de savoir sur les éoliennes. Et c'est un petit bouquin. Il se lit assez vite et il est très dense, très très riche en informations. Dans le même genre, vous avez celui-ci sur les centrales microélectriques. C'est un livre de Pierre Lavie, même éditeur, même collection, et même type de format. Alors les centrales hydroélectriques, il n'y a pas énormément d'endroits où vous pouvez en avoir. Par contre, il y a certaines personnes qui ont des fermes autonomes avec une centrale hydroélectrique. Pour ces gens-là, si vous voulez avoir des infos aussi bien sur la législation que d'un point de vue technique, sur comment ça fonctionne, ce que vous avez chez vous, allez jeter un œil dans ce bouquin parce que c'est l'un des petits livres les plus accessibles sur le sujet. DIY Lithium Battery, How to Build Your Own Battery Pack de Mika Toll. Alors, ce bouquin, il est intéressant si vous voulez fabriquer vos propres batteries lithium. En fait, si vous voulez faire des assemblages de batteries, il y a une vidéo de Damien Descartes, je crois que c'est Barnabé Chaillot qui avait conçu c'est Barnabé Chaillot qui a conçu une batterie et c'est Damien qui la présente sur sa chaîne dans une vidéo. Je vous mettrai un lien en description. Si vous voulez savoir un peu comment on fabrique ce type de batterie, ce bouquin, vraiment très bien, très accessible. Par contre, on le répétera jamais assez, si vous vous amusez à faire ce genre de truc, faites très attention, parce que des batteries lithium, ça prend feu facilement, c'est extrêmement dangereux, et il faut que vous combiniez l'usage de ces batteries avec un battery management system qui va réguler la charge de vos batteries, pour pas qu'il y ait de surcharge. Parce que s'il y a des surcharges de ce type de batterie, c'est l'incendie. Voilà, c'est un incendie où il va y avoir d'abord des gaz qui vont se libérer, puis ça va prendre feu. Donc, si vous vous intéressez à la réalisation de ce type de batterie, ce bouquin, vous allez adorer. Par contre, si vous commencez à vous lancer dans ce genre de truc, soyez prudent parce qu'il y a des réels dangers. Et vous pouvez foutre le feu à votre baraque avec un truc comme ça. Alors, on va terminer par le Joker. C'est un tout petit bouquin, minuscule. Hein. Il fait une 40aine de pages maximum. Il fait 40 pages exactement. C'est The Edison Alkaline Battery Storage. Alors Anonymous, mais parce que c'est une espèce de notice en fait sur les batteries Edison. Alors vous savez, moi c'est vraiment mon dada, ça, ces batteries. J'ai tenté d'en fabriquer une. Les batteries nickel-fer, elles ont la particularité d'avoir des durées de vie qui peuvent aller jusqu'à 50 ans. Voire au-delà. Il faut changer régulièrement l'électrolyte, il faut faire un petit peu d'électrolyte, il faut faire un petit peu d'entretien, mais c'est pas extrêmement compliqué et non seulement on peut les entretenir nous-mêmes, mais on peut également les fabriquer nous-mêmes, ces batteries. Pour moi, la batterie nickel-fer, c'est vraiment la batterie de l'avenir en autonomie. Alors, j'ai cherché des références bibliographiques sur ces batteries, j'ai pas trouvé grand-chose. Ce bouquin, c'est le plus intéressant que j'ai trouvé. Si certains d'entre vous connaissent d'autres livres sur les batteries nickel-fer, et notamment des livres de DIY qui expliquent comment on fabrique une batterie nickel-fer, franchement, dites-moi ça en commentaire de la vidéo, ce sera super utile. À ma connaissance, ce tout petit truc-là, c'est le bouquin le plus poussé sur les batteries nickel-fer. J'ai rien trouvé d'autre. Donc si certains d'entre vous ont des références bibliographiques sur les batteries nickel-fer, sur les batteries Edison, donnez-moi en commentaire s'il vous plaît.